Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là une fois de plus avec vous chez Jump, c'est à chaque fois un plaisir. Merci beaucoup Marie, et je suis un peu embêté parce que je ne sais pas si je suis hyper légitime, parce que tu viens de résumer ce que j'allais dire, et de manière très brillante, très succincte. Je me disais comment je vais faire pour dire ça en 20 minutes, tu vas faire en 2. Donc je vais essayer de développer un peu la question qui nous est posée, qui est celle du pouvoir. Je pense que la question du pouvoir dans les rapports entre les hommes et les femmes, c'est vraiment une question piège. Et c'est un piège essentiellement pour les femmes, évidemment. Pourquoi ? Parce que on pourrait avoir tendance, et je pense que c'est une tendance lourde, de penser que ce qui compte, c'est de rendre le critère de genre non opératif dans la distribution des rôles dans la société. Autrement dit, que dans la société, on puisse obtenir n'importe quel rôle, n'importe quel poste, notamment au travail, quel que soit son sexe. Mais ce faisant, on ne touche pas à la structure sociale, on ne touche pas à l'organisation des choses. Or, ce monde, Marie vient de le dire, étant créé par les hommes pour les hommes, ça veut dire qu'on demande aux femmes de se fondre dans un monde qui n'a pas été pensé pour elles, qui a même été pensé à leurs dépens, et on pense ainsi amener à l'égalité. Je pense que c'est un piège. On va voir pourquoi. La première question à se poser, je pense, c'est l'origine de ce pouvoir. Alors l'origine, on la connaît, et là je me réfère à des travaux de Lévi-Strauss et surtout Françoise Héritier, qui nous montrent que le premier pouvoir qui s'est construit, c'est celui de l'adulte sur l'enfant. C'est la conséquence d'un phénomène qui est particulier. On n'est pas les seuls, mais on est quand même assez particulier, nous, les mammifères humains, c'est le phénomène de la néoténie. Alors c'est le fait de conserver des caractères fétaux après la naissance. Et c'est vrai que nous, les êtres humains, contrairement à la plupart des mammifères, nos petits naissent sans aucune autonomie. Ils ne sont même pas capables de se traîner jusqu'à la mamelle nourricière, contrairement à la plupart des mammifères. Si vous regardez un poulain, après quelques heures, il se met debout. Un être humain, il faut 1 an. Ça veut dire que la sélection n'a conservé que ceux et celles qui étaient capables de s'occuper, de gérer, de maintenir en vie des petits pendant plusieurs années alors qu'ils n'avaient aucune autonomie, dans des circonstances sans doute extrêmement difficiles. Hein. On parle d'il y a 200, 250 000 ans, peut-être 300 000, donc les premiers sapiens, qui sont encore nomades, qui vivent dans une nature extrêmement hostile. Donc n'ont été sélectionnés que celles et ceux qui sont capables de gérer ces petits, et c'est construit là-dessus, évidemment, obligatoirement, un rapport d'autorité, parce qu'il y a besoin, dans ce contexte, d'une autorité pour maintenir les petits en vie, pour les empêcher de faire certaines choses et pour les forcer à en faire d'autres. Ce rapport d'autorité, ce premier rapport de pouvoir, qui est un rapport construit, a servi de matrice aux autres formes de pouvoir. Et celui qui vient juste après, évidemment, c'est le pouvoir des hommes sur les femmes. Je vais très vite, évidemment. On voit très bien que les femmes ont été assimilées aux enfants. Elles ont été traitées comme des mineurs. En France, par exemple, jusqu'en 1963, les femmes n'avaient pas l'autorisation de prendre un emploi, d'ouvrir un compte en banque ou d'acheter un bien immobilier sans l'autorisation de leur mari. C'est-à-dire qu'elles étaient exactement traitées comme aujourd'hui on traiterait quelqu'un qui n'a pas 18 ans. Elles sont minorisées. Et on voit que dans les systèmes d'alliance de filiation, surtout de filiation et de dénomination familiale, donc il y a des grands systèmes, si vous voulez, dans la manière dont s'organise l'arbre généalogique, dans la manière dont on choisit son époux, son épouse. Hein, on ne le fait pas par hasard, on le fait de manière qui est réglée par des systèmes culturels, ou dans la manière de nommer les membres de la famille. Pour vous dire, nous sommes dans le système cognatique semi-complexe de type Esquimau. Donc vous voyez, tout ça est très carré. Il y a six grands systèmes dans chacun des trois termes. Et on voit que dans les structures sociales en question, dans 4 des 6 systèmes, les femmes sont réduites au niveau de leurs enfants dans la pensée de l'organisation familiale. Je m'explique. Par exemple, dans certains systèmes, la sœur de votre mère, c'est votre mère. Donc vous pouvez avoir plusieurs mères, et vous les considérez chacune comme une mère.
Pour nous, c'est compliqué à imaginer, mais c'est comme ça. En revanche, la sœur de votre père, vous ne la considérez pas comme nous on le fait, comme une tante, ça n'existe pas dans la dénomination familiale, c'est votre cousine. Ça veut dire que dans l'arbre généalogique, elle descend d'un cran, elle est ramenée au cran de ses enfants. Et donc, cette pensée adulte, enfant, homme, femme, et qu'on retrouve aussi dans le rapport colonial. Dans le rapport colonial, quand on parlait des Africains, on disait des grands enfants. Il y avait tout un vocabulaire sur l'infantilisation du colonisé. Et donc, ce système, et je vous brosse ça évidemment très rapidement, va construire tout un système d'organisation de plus en plus complexe, parce qu'au début, on est dans des groupes de 20, 25 individus qui voyagent sans cesse, et puis on va construire l'invention de l'agriculture, les villes, les États, les nations. Et petit à petit, vont se construire des systèmes d'organisation du pouvoir, parce qu'on ne parle que de pouvoir ici, qui vont se calquer sur un modèle, ce qu'on appelle le modèle patriarcal, qu'on retrouve dans toutes les sociétés du monde, avec des variations évidemment, mais grosso modo c'est le même système. Un système où les hommes seraient descendus d'une génération dans la hiérarchie familiale, ça n'existe pas. Hein. Ou bien on est sur le même niveau, c'est notre système cognatique, ou bien les femmes descendent d'un niveau, mais l'inverse n'existe pas. Mais toujours est-il que le pouvoir va se construire, grosso modo, sous forme pyramidale, avec en haut le père, et puis des groupes qui se succèdent jusqu'en bas de la pyramide, qui sont de plus en plus nombreux, avec le pouvoir qui descend en cascade. Vous pouvez remarquer que, d'abord, les chefs d'État, on les associe souvent à des pères, hein, le père de la nation, etc. Le chef de l'Église catholique, c'est le pape, et le pape, littéralement, veut dire le père. Les exemples comme ça, j'en ai à foison. Hier, j'écoutais France Inter et j'ai entendu un homme politique français, M. Estrosi, expliquer que le maire d'une ville, c'est le père de tous les habitants. C'est le mot qu'il a employé. Vous voyez que je cite des grands intellectuels. Et donc, évidemment, cette organisation pyramidale, elle est fondée sur un système patriarcal qui est pensé, évidemment, pour le pouvoir masculin et pour la différenciation du masculin et du féminin, où tout ce qui touche au pôle masculin est valorisé, tout ce qui touche au pôle féminin est dévalorisé. Face à cela, on a deux hypothèses. Alors la première hypothèse, c'est celle que j'ai commencé à évoquer, c'est celle de la chaise musicale. C'est-à-dire, on ne touche pas à tout cela, et on essaie de rendre non opératif le caractère de genre, et on fait en sorte qu'on ait autant de femmes en haut de la pyramide qu'en bas de la pyramide. Alors, ce faisant, on aura évidemment aboli un rapport d'inégalité et de domination, mais en réalité, on n'aura aboli qu'une partie du rapport de domination, parce qu'il y aura toujours des femmes pauvres, il y aura toujours des femmes en bas de l'échelle sociale. Alors il y en aura autant que des hommes en haut de l'échelle sociale, mais grosso modo, on aura touché à pas grand-chose, on aura mis un peu plus de justice, mais on n'aura pas rendu le système vraiment juste, premièrement. Deuxièmement, c'est un grand piège, parce qu'on a toujours tendance à penser que l'évolution de la place des femmes dans la société, elle est linéaire. C'est-à-dire qu'on part d'une situation où les femmes ne sont rien, n'ont aucun pouvoir, à une situation où elles en ont de plus en plus, comme si ça suivait une ligne d'évolution. En réalité, non. On a des avancées et des reculs dans l'histoire. Il y a eu des reculs fondamentaux. Francis Dupuy-Déry, le politologue québécois, a bien montré qu'au Moyen-Âge, il y avait énormément de femmes dans les conseils des villes et des villages, qui avaient un pouvoir très important. Au XVIIe siècle, il y a une centralisation qui fait reculer ça, puis la Révolution française balaye tout ça. Ça veut dire que les femmes ont pu avoir dans l'histoire beaucoup plus de pouvoir à certains moments, et puis que ça a reculé, et la régression est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. On a toujours l'impression que ce qu'on construit, on le construit pour toujours. On n'imagine pas qu'il y a déjà eu des grands tremblements de terre dans l'évolution historique, et que, évidemment, la menace est toujours là. Plus près de nous, les deux guerres mondiales. Ces femmes qu'on n'aurait jamais imaginées derrière une machine-outil, hein, avec un petit doigt, on disait qu'elles faisaient des choses très fines, etc., mais pour le reste, c'était les hommes. Eh bien, quand les hommes sont allés faire la guerre en 14 et en 39, eh bien, on a appelé les femmes, elles ont rempli les usines, elles ont pris la place des hommes qui n'étaient plus là, elles ont très bien fait le travail, et puis à la fin de la guerre, on leur a dit maintenant, la fête est terminée, vous rentrez à la maison, et les hommes reprennent leur place. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas touché à la structure sociale, on avait gardé un modèle, on n'avait rien changé, on avait juste fait le jeu de chaise musicale, sans penser, bon évidemment la question ne se posait pas de la même manière à l'époque, mais aujourd'hui on doit se la poser comme ça, si le jeu de chaise musicale se fait dans un sens, il peut très bien demain se faire dans l'autre. Donc, double danger. Ensuite, je pense que
il faut considérer ces phénomènes-là comme des émergences. Et donc, il faut être très prudent avec ça. Alors, qu'est-ce qu'une émergence? Une émergence, c'est le fait qu'un phénomène, un caractère, une caractéristique apparaisse suite à l'addition de différents phénomènes ou caractéristiques qui ne le contiennent pas. Donc, je prends du A, je la colle à du B, et apparaît du C, qui n'était contenu ni dans A, ni dans B. C'est évidemment un phénomène qu'on observe surtout dans ce qu'on appelle les phénomènes complexes. Et évidemment, l'organisation sociale, c'est un phénomène ultra complexe. Pour vous donner un exemple, pourquoi la question des droits des femmes apparaît de manière aussi aiguë, avec une transformation aussi profonde et aussi rapide, si on rapporte ça à 200, 300 000 ans au XXe siècle, c'est pas parce que les femmes tout à coup se sont réveillées et se sont dit mais après tout c'est injuste ce qui se passe, non, elles le savent depuis très longtemps. Mais ce qui se passe c'est qu'avant, quand elles le disaient ou quand elles le pensaient un peu fort, on les brûlait, on les pendait, on leur coupait la tête. Jusqu'en 1792-13 et encore après. Et dans certains pays ça se passe encore. Il se fait qu'au XXe siècle, il y a un certain nombre de transformations sociales qui n'ont rien à voir avec ça. L'allongement de la durée de la vie, la diminution d'enfants par femme, la transformation des modes de travail, l'exode rural, les transformations technologiques, enfin, plein de phénomènes qui vont faire qu'à un certain moment, cette idée d'égalité devient possible, voire même souhaitable à certains égards, et que les hommes qui sont en pouvoir total et qui auraient pu faire barrage comme ils l'ont fait depuis toujours, ben finalement laissent passer des fissures dans la muraille. Alors souvent pas à leur détriment à eux, hein, donc selon la place qu'ils occupent dans la sphère sociale, ils vont plutôt le faire là où ça ne les touchera pas eux, mais n'empêche qu'il y a des choses qui se transforment évidemment au XXe siècle, et sinon c'est donc ce qu'on appelle une émergence. C'est quelque chose qui n'est pas prévisible, c'est quelque chose qui n'est pas prépensé. En revanche, évidemment, il y a besoin d'un catalyseur, et le mouvement des femmes a été ce catalyseur qui a permis de mettre en route cette machine qui aurait pu très bien s'éteindre, parce que des émergences qui débutent et puis qui ne prennent pas corps, évidemment, ça existe aussi. Et donc, cette émergence à laquelle nous assistons aujourd'hui, d'une part, moi je suis assez confiant dans le fait que c'est quelque chose qui est donc extrêmement puissant socialement en termes de transformation et durable, mais évidemment, le mouvement contre-révolutionnaire, on pourrait dire, il est là, et il peut très bien aussi lui-même créer des contre-émergents. Je ne pense pas à court terme, mais le danger, il est là. Et surtout, on peut ralentir le processus. D'autre part, il y a, de manière concomitante, d'autres émergences qui apparaissent. Alors, pour moi, c'est une hypothèse, et pour l'instant, je ne trouve aucun auteur qui travaille sur ces questions. Et je pense que c'est une question fondamentale. On a, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'émergence d'une société, d'une civilisation qui se délinéarise. Grosso modo, on passe d'une société linéaire à une société moins linéaire, et peut-être un jour non linéaire. Alors, je vais brosser un grand trait, il faudrait 1h30 pour en parler. Si vous prenez par exemple les objets médiatiques, le livre, le film, le théâtre, ce sont des objets qui en soi sont parfaitement linéaires. C'est-à-dire que quand vous prenez un livre, vous lisez à la première page jusqu'à la dernière. Un film, même chose, une pièce de théâtre, même chose. Quand vous racontez une histoire à un enfant, vous racontez toujours Blanche-Neige en commençant par son rapport avec sa belle-mère, et vous finissez avec le prince à la fin. Vous ne racontez jamais l'histoire en sens inverse. Donc on a des objets médiatiques qui sont linéaires et qui portent un discours qui est linéaire. Vous ouvrez la télévision, tout ce qu'on vous raconte est linéaire. N'importe quel téléfilm, il est linéaire. Vous allez me dire, oui, il y a le flashback, etc. Oui, mais même le flashback, il y a des signes qui vous disent que c'est un flashback pour que mentalement vous puissiez le recaser à la bonne place dans le temps. Or, on voit bien aussi que nos raisonnements, on raisonne de manière très linéaire. Surtout en France. L'influence du cartésianisme là-dessus, il est terrible. On a beaucoup de mal à sortir de ça. Donc on met les choses dans les boîtes. On imagine une histoire qui est linéaire, dans laquelle le hasard, par exemple, n'a aucune influence. Et on croit qu'on peut saucissonner les problèmes en petits bouts, résoudre petit bout par petit bout, et puis on va rassembler tout ça, et puis on aura résolu le problème. La politique, vous pouvez regarder de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les politiciens ne raisonnent que comme ça. Ils vont résoudre les problèmes un par un. Alors qu'en réalité, on est dans des systèmes complexes, et que parfois on sait très bien que quand on résout un problème, on aggrave celui d'à côté. Donc,
on passe d'une société essentiellement linéaire, et aussi évidemment en termes d'organisation, selon ce que je vous racontais avec les pyramides, hein, qui sont parfaitement linéaires, à une société qui l'est beaucoup moins. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est notamment les nouvelles technologies, Internet, électronique, etc. Oui, c'est vrai que depuis le lien hypertexte, par exemple, auquel on est habitué aujourd'hui, hein, ça nous paraît banal, imaginez un texte, imaginez qu'on explique ça à quelqu'un d'il y a 3 siècles, un texte dans lequel il y a des trous, et à partir de ces trous, on tombe dans d'autres textes, voire dans des vidéos, voire encore dans autre chose. Donc on délinéarise aussi notre rapport à l'information, à la connaissance, etc. Et puis on oublie que nous sommes entourés d'outils qui délinéarisent notre rapport au monde. Alors il y en a qui sont évidemment très connus, celui qu'on cite toujours en premier, c'est Wikipédia. C'est-à-dire, c'est un outil qui est créé par des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontrent pas, qui ne savent même pas comment ils s'appellent. Ils travaillent à travers différents pays, et on n'est pas dans quelque chose qui est l'idée d'une personne qui crée une équipe, qui va embaucher des gens, et on va créer une société pyramidale, comme celle qu'on voit depuis toujours, avec évidemment le prince, le roi, l'empereur, le PDG, Jupiter, que sais-je. Cette société non linéaire qui apparaît aujourd'hui, donc transforme notre manière de penser le monde, de penser la connaissance. Imaginez qu'aujourd'hui, on en arrive à des enfants qui peuvent apprendre à des adultes des choses qu'ils ignorent. Et pas un peu, c'est quelque chose de tout à fait neuf. Et donc, cette émergence-là, elle arrive en même temps que l'émergence de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, si vous regardez bien, à 50 ans près, mais bon, sur 300 000 ans, on n'est pas à ça près, de l'émergence de l'égalité, quelle que soit notre couleur de peau, de l'émergence de l'égalité, quelle que soit notre orientation sexuelle. Et ces émergences, pour moi, en fait, elles sont enchâssées. Et ce n'est pas un hasard si elles arrivent en même temps. Ça veut dire qu'à la fois, aujourd'hui, on est dans une conscience, mais pas parce qu'on l'a construit, parce qu'on est né là, hein, on n'a rien inventé, on est pris dans un mouvement social, dans une transformation sociale qui nous dépasse, dans l'idée que le sexe, le genre, ne doit plus être opératif, et que donc un individu peut occuper n'importe quel poste, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son orientation sexuelle, mais en plus, qu'il faut, si on veut éviter les écueils dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, transformer la manière d'organiser tout cela pour briser cette linéarité, cette verticalité toute patriarcale, pour penser en réseau, en horizontalité, et grosso modo passer, alors s'il y a des philosophes dans la salle, ils vont s'arracher les cheveux parce que je fais un raccourci, mais c'est pas grave, de la dialectique à la caractéristique, à la mind map. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire. On ne s'en rend pas compte parce que nos pratiques évoluent de 5 ans en 5 ans, et on ne se rend pas compte à quel point tout ça, c'est une transformation profonde de notre rapport au monde. Or, on voit bien qu'il y a un certain nombre de ces pyramides qui sont en train de s'écrouler. La première, c'est celle de la famille. L'organisation familiale telle qu'on la connaissait depuis quelques siècles dans notre société, elle s'écroule totalement, donc avec le père, et puis bon, tout ça, c'est terminé. On assiste à des familles recomposées, des familles homoparentales. Depuis 1970, c'est quand même très récent, en France, l'autorité paternelle a disparu. Oui, on parlait d'autorité paternelle jusqu'en 1970, et puis on est passé à une autorité partagée entre le père et la mère. Donc cette pyramide-là, elle s'effondre, et elle continue de s'effondrer avec des résistances, hein, on le voit bien, ils sont dans la rue. Dans la transmission du savoir, là aussi, je vais vous donner l'exemple des enfants qui de plus en plus développent du savoir à côté de ce qu'on peut leur transmettre de manière linéaire et là aussi très pyramidale. Il y a eu aussi le tremblement de terre de 1968 qui a transformé aussi l'organisation de l'université et tout ça. On a un peu oublié, mais ça fait partie de cette transformation-là. Et puis en entreprise, alors Marie le disait tout à l'heure, il y a un désir d'organisation différente sur des modèles beaucoup plus coopératifs. Ceux qui en font l'expérience en voient les bienfaits. Il y a, alors ça fait un siècle que ça dure, on l'oublie un peu aussi, mais c'est quand même très important, le système coopératif, des entreprises qui fonctionnent sur le système coopératif, qui n'est pas négligeable du tout. En Espagne, vous avez du côté de Mondragon des entreprises gigantesques qui font de la technologie de pointe qui fonctionne selon ce modèle-là, c'est-à-dire sans verticalité, une démocratie parfaite où chaque individu a une voix. Et donc, on voit que là aussi, dans le mode du travail, il y a une transformation radicale. Et donc, mon temps est déjà terminé, donc je vais conclure. Vous voyez que je trace un très grand trait. Et je vous invite à y réfléchir et puis à travailler ces questions, parce que, en résumé,
outre la question de l'égalité de genre, la question du pouvoir, à mon avis, doit être reformulée. Et je pense que la manière de le reformuler, c'est de considérer qu'il ne faut pas envisager autrement le pouvoir, mais considérer le